la décision. Pas de félicitations particulières ont été faites. Pas de félicitations particulières. Alors, le discours était institutionnel en 2010, mais politisé sans éloge. Et je vous ai dit, nous étions dans un contexte de conflit politique en 2010. Que ce soit le camp du président Laurent Gbagbo, que ce soit le camp de M. Alassane Dramane Ouattara, personne ne pourra contester qu'il n'y avait pas d'accord de conflit en 2010. L'investiture de 2015, c'était par le professeur Francis Vangarde-Vaudier. Élection calme, victoire sans contestation majeure, conditions normalisées. Le contenu du discours, le ton de M. Francis Vaudier était neutre, protocolaire et solennel. Je répète, en 2015, comme M. Francis Vangarde-Vaudier, d'accord, a fait l'investiture de M. Ouattara, le ton était neutre, protocolaire et solennel. Il a aussi rappelé le rôle du Conseil constitutionnel. La vidéo est accessible sur le site de la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne. Vous pourrez aller regarder les élections de 2015, investiture. Il a mis en avant l'importance de la stabilité institutionnelle. Il a mis en avant l'importance de la stabilité institutionnelle. Il a eu quelques félicitations formelles. Non, ne romps pas, ne romps pas. Attends, un instant. Un instant, s'il vous plaît. Alors, ouais. Ok. Je m'excuse. Alors, on va continuer. Donc, comme je l'ai dit, les félicitations, le Conseil constitutionnel vous félicite suite à votre élection. D'accord? Quelques félicitations formelles, mais aucune glorification personnelle. Le discours est resté dans sa neutralité judiciaire, une courte formule de félicitations, mais aucun hommage personnel, encore moins vibrant, de M. Francis Vaudier à M. Alassane Dramane Ouattara en 2015. En 2020, M. Mamadou Koné, élection marquée par les débats sur la candidature pour un troisième mandat. Participation partielle de l'opposition, c'était en 2020. Le contenu du discours de M. Mamadou Koné était très institutionnel. Il a eu à faire un rappel strict de la conformité juridique de la candidature et du scrutin, parce qu'on parlait de troisième mandat de M. Ouattara. Son ton était technique, il était presque froid. Il n'a pas fait d'hommage, ni de félicitations excessives. Il a eu juste à rappeler quelques formules protocolaires, mais zéro emphase personnelle. En gros, le président du Conseil constitutionnel en 2020, M. Mamadou Koné, d'accord, est resté strictement dans son rôle. Il a validé, proclamé, il a fait prêter serment, rien de plus. Donc, quand vous voyez le déroulé de ce que l'on constate, la posture de Mme Chantal Camara est une posture qui pousse à réfléchir. Et c'est une posture qui pousse à réfléchir pas seulement la Côte d'Ivoire, mais nos pays africains. Des gens sont nommés à des postes de responsabilité ou à responsabilité. Ces personnes sont censées incarner l'indépendance et la force de ces institutions. Mais nous avons l'impression que par moments ils s'oublient. Sont-ils ou sont-elles des personnes au service d'un pouvoir exécutif fort? Quel est le rôle d'un conseil constitutionnel qui a pour devoir de réceptionner des candidatures, qui n'a pas forcément la même appréciation qu'un parti politique au pouvoir? Certaines personnes me diront naturellement, à partir du moment que le président ou la présidente d'un conseil constitutionnel est désigné par le chef de l'État, le pouvoir exécutif, le Conseil constitutionnel a pour devoir de rendre un hommage vibrant à la personne qui les a désignés. C'est absolument faux. Mais je ne suis pas rêveur, mesdames et messieurs.
Je ne suis pas rêveur. Je suis très loin d'être un rêveur. Je ne dirais pas que je suis un utopiste. Je ne crois pas au monde parfait. La perfection n'existe nulle part. Mais les mécanismes peuvent exister. Et c'est ce dont nous reprochons à ces pays. Pays noirs, pays d'Afrique de l'Ouest. Nous avons des pouvoirs forts. Des gens désignés par des réseaux. Désignés parfois par des puissances étrangères. Qui sont adoubés par ces puissances étrangères. Et ils se sentent forts. Ils se sentent forts parce qu'ils ont la justice, ils ont l'armée, ils ont la police. Voir un président du Conseil constitutionnel, en 2025, selon le calendrier grégorien, s'exprimer de la sorte, cela fait froid dans le dos. Après, ne soyez pas surpris que des Ivoiriens, des Ivoiriennes et même des Africains commencent à procéder à des théories, ah oui, à toute forme d'hypothèse. Est-ce que moi, militant du PDCI-RDA, si Mme Chantal Camara n'aurait pas des accointances avec le pouvoir RHDP, mon candidat, M. Tidjane Thiam, serait certainement candidat à ces élections présidentielles. Moi, militant du PPACI, si le Conseil constitutionnel était véritablement indépendant, est-ce que mon candidat, M. Laurent Gbagbo, n'aurait pas participé à ces élections? Le manque d'indépendance de nos pouvoirs, de nos différentes institutions, comporte des aspects chrysogènes. Des aspects véritablement chrysogènes. Le rôle d'une institution, principalement, est tout d'abord de se sentir présent et d'avoir confiance en une institution. Je porte plainte parce que la justice est indépendante. Cette justice ne regardera pas mon militantisme ou mon approche, ou peut-être ma façon de penser, ou ma philosophie ou mon idéologie, avant de prendre en compte ma plainte. Cette institution prendra ma plainte tout simplement parce que je suis citoyen ivoirien. Et même si je ne suis pas citoyen ivoirien, je suis tout simplement un être humain vivant sur le territoire ivoirien. Est-ce que vous pensez réellement que c'est le cas? La République chez nous, en Afrique surtout francophone, n'est-elle pas l'affaire des partis politiques? N'est-elle pas l'affaire du parti politique au pouvoir, au détriment d'une catégorie de la population qui existe dans ce jeu, mais qui n'a aucun moyen de représailles, livrée à elle-même, ne sachant à quel Dieu et quel saint se vouer? Ces questions que je pose sont des questions qui sont légitimes. Et ne dites pas que les changements, les révoltes populaires et même les coups d'État sont des inventions de personnes qui sont de personnes populistes, de personnes extrêmes, des personnes anti-républicaines. La graine est semée par ce type de posture. On pense que un président d'institution qui félicite une personne investie dans des conditions électorales troubles sont des éléments à négliger, sont des éléments à ne pas prendre au sérieux et qu'il faut tout simplement rentrer dans la danse. Je pense que vous faites fausse route et ne soyons pas surpris si l'Afrique, en termes de développement, est dernière de la classe. Ce n'est pas une malédiction. Loin de là, je ne pense pas être maudit. Mais je pense que nos façons de gérer, nos procédés de gestion sont la malédiction. On pourrait aussi parler de corruption. On pourrait aussi parler de corruption parce que la boîte de Pandore est ouverte. À partir du moment où la boîte de Pandore est ouverte, plusieurs hypothèses peuvent sortir. Je vous rappelle que la corruption n'est pas forcément l'échange de billets de banque entre le corrupteur et le corrompu. On peut être corrompu aussi par diverses manières. Pour que ces institutions ne souffrent d'aucun doute, il faut tout simplement respecter nos principes. Principes protocolaires, juridiques. Pas besoin qu'un président ou une présidente du Conseil constitutionnel vienne faire, d'accord, une homélie en hommage
à X ou Y. On n'a pas besoin de prières ou de louanges pour le pays. Pour que la Côte d'Ivoire soit développée, nous n'avons pas besoin de chansons à la gloire d'un individu. Nous avons besoin d'institutions indépendantes, fortes et qui reflètent, d'accord, l'assentiment de l'ensemble des Ivoiriens par sa neutralité. Et hélas, nous souffrons d'une commission électorale indépendante suspectée par une catégorie de la population d'être complice du parti au pouvoir. Nous souffrons bien évidemment d'une justice et de décisions judiciaires, d'accord, dont on a des doutes qu'il n'y a seulement que l'opposition et des partis qui ont des idées qui se rapprochent de l'opposition, qui sont aujourd'hui voilà, pourchassés et enfermés. Nous avons malheureusement aussi, par cette sortie de Madame Chantal Camara, eu des doutes par rapport à ces louanges à l'adresse de M. Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara est le Dieu fait chair sur le territoire de Côte d'Ivoire? C'est des questions qui sont légitimes à se poser. Je ne le pense absolument pas, parce que nous sommes tous humains et voilà, il n'y a pas de super-homme au-dessus de la Côte d'Ivoire. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui désigne et voilà. Donc nul n'est au-dessus de la loi normalement. Mais je vous ai dit, je ne suis pas un utopiste, donc je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc le mal pernicieux, il se situe ici. Et c'est ce que je viens de vous le montrer. Mesdames et messieurs, voici ce que je voulais dire sur la première partie de la vidéo. Ensuite, on va aller directement encore dans la même mouvance de cette investiture. On va aller dans la même mouvance. De cette investiture. Et excusez-moi, je lis une information en même temps. Ok. J'ai vu une personne aussi qui m'a posé la question, qui m'a demandé qu'est-ce que c'est que la démocratie. Bon, tout à l'heure, je pense que vous allez avoir le temps de venir monter ici, nous expliquer ce que c'est que la démocratie. Alors, écoutez, on va aller sans plus tarder. Ça s'est passé en fait lors de l'investiture en Côte d'Ivoire. Il y avait une représentante, et non l'une des moindres, la présidente, d'accord, de l'Assemblée nationale, Madame Pivet Yael Braun, qui a tenu un discours assez intéressant. Alors, je vous mets cela. D'abord, hier, elle a eu à faire un post. Madame Pivet Braun Yael. Elle a dit: la Côte d'Ivoire est pour la France un partenaire d'exception. À Abidjan, j'ai l'honneur de représenter la France à l'investiture du président Alassane Ouattara. Nos pays sont engagés, accompagner nos dynamiques de développement, faire vivre nos valeurs communes au sein de l'espace francophone et contribuer à la stabilité régionale. C'est intéressant, c'est quelques mots, mais qui parlent. Je répète, et je vais mettre quelques éléments très importants. Elle dit: la Côte d'Ivoire est pour la France un partenaire d'exception. Les mots sont forts. Les mots sont très forts. Je vous rappelle, Madame Yael Braun-Pivet est la présidente de l'Assemblée nationale en France. D'accord? Elle est la présidente de l'Assemblée nationale en France. Elle dit: la Côte d'Ivoire est pour la France un partenaire d'exception. Le mot il est fort, avec un point d'exclamation. À Abidjan, j'ai l'honneur de représenter la France à l'investiture du président Alassane Ouattara. Elle dit ensuite: nos pays sont engagés à accompagner nos dynamiques de développement. Jusque-là, ça va. Faire vivre nos valeurs communes. La question que je voudrais poser: quelles sont les valeurs communes que la France a avec la Côte d'Ivoire? Quelles sont les valeurs communes franco- ou ivoiro-françaises? Quelles sont les valeurs communes? Je vous pose ces questions. Vous pouvez me noter quelques valeurs communes que les Ivoiriens ont avec la France, ont avec les Français.
C'est quoi les valeurs communes? Elle a donné une première piste. D'accord? Alors, quelles sont les valeurs communes entre la France et la Côte d'Ivoire? Quelles sont les valeurs communes? Au sein de l'espace francophone, c'est intéressant. Donc, l'espace francophone, il y a un espace francophone. Et je vous ai dit, la plupart des pays, en fait, francophones, il y a un problème véritablement avec les lois. Je ne sais pas si c'est une malédiction. Parce que pour le cas de M. Talon, la Guinée avec Alpha Condé, on a eu même le cas aussi avec Macky Sall, ça a failli déraper. En fait, même au Congo-Brazza avec Denis Sassou Nguesso, au Togo, vous remarquerez que dans ces espaces francophones, il y a des contorsions juridiques qui sont faites pour maintenir des gens. Faites pour maintenir des gens. C'est très important. Et donc, quand elle parle de valeurs communes au sein de l'espace francophone, il y a une virgule et elle dit et contribuer à la stabilité régionale. C'est-à-dire qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui est le partenaire d'exception, d'accord, il est un partenaire d'exception. Contrairement aux autres États qui sont des partenaires, la Côte d'Ivoire est un partenaire d'exception. Mais la Côte d'Ivoire, d'accord, fait vivre, doit faire vivre, a pour, je pense, devoir de faire vivre, d'accord, ces valeurs communes au sein de l'espace francophone. Et par la suite, contribue à la stabilité régionale. Qu'est-ce qu'on appelle la stabilité régionale? C'est intéressant. Elle va nous expliquer cela ici, à Abidjan. Eh bien, à chaque fois qu'il y a encore des foyers... Écoutez, elle va vous le dire. Abidjan, État Abidjan. Je vous montre la vidéo, parce qu'il ne faut pas, on va dire que j'invente. Voilà Madame Yael Braun-Pivet. Vous voyez là. Madame Yael Braun-Pivet, vous voyez là. Elle est là. Je mets... Vous allez l'écouter. Eh bien, à chaque fois qu'il y a encore des foyers d'instabilité, il faut absolument réussir à les contenir pour que la démocratie puisse poursuivre son chemin. Là, elle est à Abidjan. Mais là, quand elle parle de foyers d'instabilité, est-ce qu'elle parle de ce qui s'est passé aux élections en Côte d'Ivoire ou elle parle de ce qui se passe au Bénin? Je pense qu'elle fait aussi un clin d'œil à l'actualité. Elle fait un clin d'œil à l'actualité, d'accord, à l'actualité du Bénin. Mais en même temps, quand elle parle de stabilité, il faut tout faire pour la stabilité. Il y a des gens qui représentent cette stabilité. Si la Côte d'Ivoire est un partenaire d'exception, qui a pour rôle aussi de répandre ou de garder les valeurs francophones et de préserver la stabilité régionale, c'est cela. Mais quel est l'intérêt de la France sur cette stabilité régionale? Parce que normalement, ce sont des pays souverains. Donc, je ne vois pas en fait, d'accord, une coopération bilatérale entre Paris et Abidjan qui débouche automatiquement sur une stabilité régionale dans un espace francophone. C'est intéressant. Écoutez. Eh bien, à chaque fois qu'il y a encore des foyers d'instabilité, il faut absolument réussir à les contenir pour que la démocratie puisse poursuivre son chemin. Là, il faut réussir à les contenir. Il faut réussir à contenir, d'accord, les foyers d'instabilité pour que la démocratie puisse continuer. Mais je pense que cette dame était... Regardez, hein. Vous savez que les lois sont souvent calquées. Et on m'entend ou pas? Parce que j'aime pas qu'on me dérange et on me dise le son. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend normalement ou pas? On m'entend ou pas? Ok. Donc, merci. Donc, nos institutions sont inspirées de la France. Il ne faut pas qu'on se voie la face. D'accord? Elle parle de démocratie. Elle-même, Madame Yael Braun-Pivet. Est-ce qu'en France, le président du Conseil constitutionnel peut se comporter de la sorte, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire? Mais quand vous lui demanderez, elle va vous dire qu'on ne se mêle pas de ce qui concerne la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est souveraine. Des gens avaient posé, je me rappelle, une question au ministre des Affaires étrangères concernant la posture des opposants ivoiriens qui sont écartés, et même le 4e mandat de Ouattara. Il a dit que la Côte d'Ivoire est un État souverain. Mais bizarrement, quand elle s'exprime là, on a l'impression que ce sont eux qui paternalisent nos États. C'est dommage. Écoutons à nouveau.
À chaque fois qu'il y a encore des foyers d'instabilité, il faut absolument réussir à les contenir pour que la démocratie puisse poursuivre son chemin. Là, on voit qu'il y a des réactions de beaucoup de pays africains et c'est important. Il y a le collectif et les organisations internationales doivent jouer pleinement leur rôle. Donc, vous avez entendu la présidente de l'Assemblée nationale française qui s'exprime à ce sujet. On va aller plus rapidement, d'accord? On va aller plus rapidement en ce qui concerne l'actualité du Bénin. Ils sont les garants du maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. La force en attente de la CEDEAO. Alors, je vous rappelle clairement, hein, c'est un élément de France 24. Il y a 8 heures de cela, France 24 a eu à partager cet élément-là. Ils sont les... Je vais vous montrer. Garant du maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. La force en attente de la CEDEAO, aussi appelée Casque Blanc, a été mobilisée au Bénin à la demande du gouvernement après une tentative de coup d'État. Des militaires de pays voisins sont ainsi en cours de déploiement. Ce n'est pas la première fois que ce contingent est utilisé. Depuis la création de la force en attente de la CEDEAO en 1990, ces troupes sont intervenues au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire ou encore au Mali en 2013, pour soutenir le gouvernement face aux avancées des rebelles islamistes. Plus récemment, en 2017, la CEDEAO est intervenue en Gambie où le président sortant, Yahya Jammeh, refusait de reconnaître sa défaite. Lors du coup d'État au Niger en juillet 2023, la force était supposée intervenir pour libérer le président Bazoum, mais n'a finalement jamais été mobilisée. Car son déploiement au sein de pays membres n'est pas toujours évident. Il se fonde sur l'article 25 du protocole de 1999, relatif au maintien de la paix et de la sécurité, mais nécessite l'approbation des différents membres de la CEDEAO qui doivent également financer ce déploiement. Il existe aussi un risque pour la stabilité régionale. 3 membres ont d'ailleurs quitté l'organisation suite à des coups d'État, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Restent désormais 12 membres, 2 étant actuellement suspendus, la Guinée et la Guinée-Bissau. Au total, ce sont près de 2000 hommes qui la composeraient, même si le chiffre exact ne nous a pas été communiqué par la CEDEAO. Leur intervention aurait cette fois-ci permis des... Ils sont les garants du maintien de... Alors, donc, vous avez entendu cette première partie. Les réseaux sociaux au moins de 16 ans. Vous avez entendu cette première partie. On va écouter une autre partie, d'accord? Une autre partie qui est intéressante en ce qui concerne, d'accord, le Bénin. Et puis ça nous permettra de développer, de comprendre beaucoup de choses. Aux dernières informations, aussi, voilà. Donc, Bénin, la France a apporté un appui en termes de surveillance et de logistique face aux putschistes. C'est marqué sur France 24. D'accord? La France a apporté un appui en termes de surveillance et de logistique face aux putschistes. Parce que ne me dites pas que j'invente l'information, vous l'avez sur la page de France 24. Donc on ne peut pas me poursuivre. Et voilà, on ne peut pas me poursuivre. On va aller sur une analyse encore qui a été faite très tôt le matin ou hier en ce qui concerne le Bénin. C'est intéressant. Et pourquoi tout ce déploiement, d'accord, au Bénin? Est-ce que cela va réussir? D'accord? Est-ce que cela va réussir? C'est la question qu'on se pose. Alors, c'était un journaliste. Je vais vous montrer juste le truc et puis voilà. Est-ce que cela va réussir? Un instant, je vais juste toc 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 toc. Non, bon. Un instant, excusez-moi. Vous pouvez tapoter si vous voulez, parce que là on va... Alors, un instant... Je vais vous dire clairement ce qu'il en est, ce que moi je pense personnellement, ce qui se profile à l'horizon. On va écouter aussi, d'accord, Nathalie Yamb, parce que beaucoup de choses ont été dites, mais je vais revenir sur un point de l'actualité. Tac, 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 tac. Alors, un instant. Je vais pas vous faire galérer, hein, les gars. Ok, je vais revenir sur... Ils sont les... Ok. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, mesdames et messieurs, vous avez entendu de par vous-même
Aujourd'hui, il y a une force en attente qui arrive au Bénin. Donc, sur le protocole de 1999 qui ne spécifie pas les choses, moi, j'ai quand même des questions à me poser. J'ai des questions à me poser. Et ces questions, en fait, normalement, quand on voit, normalement, selon le droit international, la Charte des Nations Unies, une intervention militaire régionale comme la CEDEAO devrait normalement être entérinée par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Surtout si elle relève du chapitre 7 qui est le maintien de la paix. Bien que les textes de la CEDEAO autorisent une intervention pour restaurer la démocratie, la question de sa légalité sans mandat de l'ONU est controversée. Certains pays soutenant l'action régionale, tandis que d'autres et certains juristes soulignent que seule l'ONU peut légalement autoriser une force coercitive. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire qui est un cas d'école. Le cas de la Côte d'Ivoire, on a vu qu'en Côte d'Ivoire, c'est suite à une résolution onusienne que la France a pu, d'accord, lever ces appareils. Or, on nous dit ici en termes de logistique, c'est intéressant, si la France donne des appareils à la CEDEAO qui s'appuie, alors on va aller tout doucement, d'accord, on va aller tout doucement. Je parle d'abord des événements qui ont eu lieu le dimanche. La France a confirmé avoir donné un appui logistique et tactique pour déjouer le coup. On est d'accord? Ok. Elle a donné un appui logistique. C'est-à-dire qu'elle a indiqué qu'elle n'a pas eu à intervenir sur le territoire béninois. Nous avons juste aidé. Mais cet appui logistique a été donné à qui? Or, un journaliste français du nom de Thomas Dietrich, je ne sais pas moi, hein, je donne des noms, écoutez très bien. Un journaliste d'investigation du nom de Thomas Dietrich, d'accord, avait indiqué, je vais vous donner avec les éléments et le type d'appareil. Parce que faut pas qu'on vienne ici parler dans le vide. Alors, oh, on a des listes. Un instant. Ok. Voilà. Je prends partout. Ils sont les garants du maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. Je prends des informations un peu partout. D'accord? Voilà. L'armée française dans la zone de Cotonou durant le putsch. Pendant la tentative de putsch, un avion de surveillance de l'armée française effectue une ronde depuis plus de 2 heures dans le ciel de Cotonou. Affirmation du journaliste français Thomas Dietrich. Effectivement, il a parlé d'un Beech King Air 350. D'accord? Appartenant à l'armée de l'air française. L'opérateur est la France, commandement des forces aériennes. Le Beech King Air n'a pas été piloté par un Nigérian. Il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu d'appui, il n'y a pas eu d'aide. Ce n'est pas un appui logistique. Le Beech King Air 350 a volé. Et ceux qui sont allés sur Flight Radar, vous allez sur Flight Radar, vous mettez les informations avec le numéro d'immatriculation. Le numéro d'immatriculation 387 084. Le Beech King Air. Or, RFI a dit Paris a fourni un appui en termes de surveillance et d'observation et un soutien logistique aux forces béninoises. Pour avoir en fait d'accord ces autorisations, normalement, comme je vous l'ai indiqué, il faut une résolution onusienne. Il faut une résolution onusienne. Qu'est-ce qui nous fait dire que s'il n'y a pas eu aussi des réactions, si on veut aller, on veut être respectueux des lois. Parce que depuis que je commence ma vidéo, je parle en termes de respect des lois. Je parle, là, depuis que je fais ma vidéo, j'essaie d'être juste en prenant les textes. Parce que si je viens et je donne mes sentiments, vous allez dire, je suis venu ici crier, j'ai donné mes sentiments, j'ai éteint ma caméra, je suis parti. Je vous donne depuis des éléments, depuis que je m'exprime là. Vous avez vu que j'ai donné, même pour le Conseil constitutionnel, vous avez vu que j'ai été très, très précis. Et je vous ai donné des pistes, allez vérifier. Je ne détiens pas la vérité absolue, allez faire vos recherches. Je précise, un Beech King Air 350. Vous allez sur Flight Radar, vous vérifiez la date du dimanche. Vous allez voir si un Beech King Air 350, je vous redonne le modèle 396 084, le code CTM. Retenez ma vidéo, allez chercher. Vous allez me dire. Donc quand vous allez sur Flight Radar, d'accord, Flight Radar confirme cela. Maintenant si je pars à partir des tests, parce qu'on parle du protocole de 99. Le protocole de 99 ne précise pas la nature des interventions. D'accord? Ils ont cité
différents éléments. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire en Gambie, pendant les élections, quand Yaya Jammeh voulait partir, dans cette force d'intervention, il y a eu des avions de renseignement français? Je ne le sais pas. I don't know. Je parle du cas du Bénin précisément. À partir du moment où un avion, parce que j'ai pris les propos de Mme Yael Braun-Pivet, vous avez entendu sur la stabilité, la conception de Mme Yael Braun-Pivet. Parce que quand on parle de stabilité, attention, la stabilité, ce n'est pas seulement contre les coups d'État. Une stabilité aussi, c'est sur le respect des lois, c'est sur la justice, la lutte contre la corruption et tous ces éléments. Parce que j'ai l'impression que dans la tête de certaines personnes, quand on parle de stabilité, c'est seulement lutter contre les coups d'État. Non, 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 non. Pour qu'un pays soit stable, il faut que son économie soit viable. Il faut que sa justice soit indépendante. Il faut que les institutions soient indépendantes. Il faut qu'on lutte contre la corruption. Il faut que le partage des richesses, tout ça contribue à une stabilité. La lutte contre les stabilités, ce n'est pas seulement contre les coups d'État. Parce qu'on a l'impression que dans le commun des mortels, chez certains Africains, aujourd'hui pour eux, une stabilité, c'est quand il n'y a pas de coup d'État. Mais c'est une foutaise. Alors, un État se gère comment? Un État se gère comment? Un État se gère juste pour lutter contre des coups d'État? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Quand je vous parle de posture chrysogène, de contention des lois et des règles qui sont chrysogènes et qui sont ceux-là même qui sont les germes de ce que vous appelez aujourd'hui les coups d'État, vous croyez que c'est un jeu? L'État, c'est pour tout le monde. On a une mauvaise conception de la chose d'État. Et voici nos vrais problèmes. On ne soigne jamais nos mots à la racine. Je vais sauter, rebondir et revenir sur le Bénin. Regardez le jour de l'investiture du 4e mandat de M. Ouattara. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Il y a le président Laurent Gbagbo a fait une lettre et il a demandé qui a conçu et financé la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais je peux vous dire que dans certaines chapelles, les gens ont crié au scandale. Mais dans le meilleur des mondes, je vais vous dire quelque chose, je vais vous choquer. Normalement, ce type d'initiative, quand on envoie à la Cour pénale internationale, doit susciter la joie de tous les Ivoiriens. Parce que une vérité sera sue aux yeux de tous. Comment règle-t-on un conflit? On ne règle pas un conflit avec un seul protagoniste. On règle un conflit avec l'ensemble des protagonistes. Même s'il doit avoir des amnisties, le pardon, mais on consulte l'ensemble des protagonistes pour régler un conflit. Depuis quand on règle un conflit avec un seul protagoniste? Depuis quand? Vous me direz la loi des forts et autres, d'accord, en faisant référence, d'accord, à Nuremberg. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas Nuremberg. Je suis désolé. La Côte d'Ivoire n'est pas l'Allemagne. Je suis désolé. La Côte d'Ivoire n'est pas dans un cas de guerre mondiale. Arrêtez avec vos bêtises. Dans un tribunal, il y a l'accusé, d'accord, et ceux qui accusent l'accusateur. Il n'y a pas que l'accusé qui figure. Il y a aussi l'accusateur qui va donner et grainer les éléments de son accusation. Et l'accusé va se défendre. D'accord? Donc moi j'ai trouvé que c'était une aubaine. Pourquoi quand on l'a posé, pourquoi son courrier a tellement fait graisser les dents? Qui a conçu et qui a financé la rébellion? Qui a conçu? Et c'est une très belle question. On doit se poser. Mais parce qu'aujourd'hui il y a des personnes qu'on soupçonne. Pour lever tout équivoque, allez-y et sortez les éléments. Et bizarrement, ceux qui se plaignent sont les personnes qui n'ont aucun lien normalement avec la rébellion. Ils ont toujours dit qu'ils n'ont aucun lien. Vous voyez, j'ai fait une petite digression pour vous dire, vous voyez nos comportements là, ce sont ces mêmes comportements qu'on trouve dans les pays francophones. Rien n'est clair, rien n'est net. Une stabilité régionale, ce n'est pas lutter contre les coups d'État. Moi, je vais vous dire le rôle de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États. Les États, c'est les peuples. C'est une communauté des peuples. Quand des chefs d'État violent les règles, violent les lois, vous entendez la CEDEAO? Est-ce que vous entendez la CEDEAO? Je vous pose la question. Quand vos présidents, là, ils font des constitutions à 4 bras, à 5 bras, vous entendez la CEDEAO? Vous avez déjà entendu la CEDEAO? Pourtant, on dit, vous les Noirs, on vous dit que non, c'est votre communauté. Parce que ce n'est pas une communauté qui appartient aux gens élus. Hein. C'est vous, c'est pour vous. Est-ce que vous avez déjà entendu la CEDEAO quand il y a des massacres après les élections? Vous entendez la CEDEAO demander des procès?
demander réparation pour les populations. Vous les entendez? Ils ont un parlement, le parlement là, le parlement des peuples là. Ça sert à quoi? En dehors de Guy Marius Sagna qui donne de la voix. Vous avez déjà entendu des parlementaires de la CEDEAO? Vous-même les Ivoiriens, pour être sérieux. Si Guy Marius Sagna n'avait pas traité certains chefs d'État de vieux chefs d'État, et puis l'Ivoirienne de Ouattara, qui était là-bas, qui a créé un scandale, si elle ne criait pas, combien d'Ivoiriens savaient même qu'il y avait un parlement à la CEDEAO? Combien des Ivoiriens? Combien de Togolais, de Béninois savaient même qu'il y avait un parlement à la CEDEAO? Pourtant, ce parlement existe depuis fort longtemps. Mais vous avez toujours eu des représentants là-bas qui sont payés à la fin du mois, mais qui ne foutent rien. Ils sont payés, c'est des fonctionnaires qui sont gracieusement payés par l'argent du contribuable, avec des primes énormissimes qui frisent la demande par rapport à ce que vos parents touchent dans vos pays. Ils servent à quoi? Ils ne servent à rien. C'est des gens qui sont là juste pour remplir des meubles. Donc voilà, voici les réalités. Donc ce sont toutes ces digressions, tous ces éléments-là, mais qui accouchent de cela. Si la France aime tant l'Afrique, pourquoi la France officielle ne s'exprime pas parce qu'elle nous aime? Vous êtes sûr que vous... Moi je pense même qu'on est dans un jeu d'hypocrite. Parce que quand les Africains quittent leur pays d'origine, vous savez pourquoi les Africains quittent leur pays d'origine? C'est pas parce qu'ils n'aiment pas chez eux. Hein. On est mieux que chez soi. On est mieux que chez soi. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais bon, de toutes les façons, aussi les pays aussi puissants qu'ils sont ou qu'ils soient, on aura toujours une diaspora. Il y a des Qataris, ils ont tout l'or et l'argent du monde. Mais ce n'est pas tous les Qataris qui vivent au Qatar. Il y en a qui vivent dans d'autres pays. Où est-ce que je dis? Ça, c'est humain. Mais je vais dire une diaspora qui part chercher le bonheur, une diaspora de l'Eldorado, il faut se poser des questions. Vous vous plaignez qu'on vous emmerde dans votre pays, mais quand il y a des injustices chez nous, on ne vous entend pas. Vous êtes peu bavard. Vous êtes peu bavard. Donc c'est quelle coopération vous faites? Deux poids, deux mesures. C'est quel genre de coopération qui est assez particulière entre vous et nous? Je ne comprends pas. Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse chez vous, là, ne faites pas ça chez les autres. Le monde est tellement simple. Mais si, d'accord, mais si vous le faites, c'est parce que vous avez un intérêt. Vous avez un intérêt que ce genre de pratique-là, que cette CEDEAO de la façon qu'on voit là, ça vous arrange qu'elle fonctionne ainsi. Sinon, normalement, d'accord, si vous voulez que les Noirs ne vous envahissent plus chez vous, d'accord, vous ne voulez plus que les Noirs vous envahissent plus chez vous, mais vous allez tout faire pour qu'ils aient des conditions décentes et qu'il y ait, d'accord, une forme de respect des institutions et du respect des droits de l'homme et autres, pour que ces gens-là puissent prospérer. Parce qu'à partir du moment où une justice fonctionne normalement, il y a moins de corruption. Le développement, ce n'est pas une magie. Hein. Le développement, ce n'est pas avec un bâton magique qu'on déclare ou on décrète le développement. Ça n'existe pas. Ce sont plusieurs facteurs qui se joignent et qui permettent à ce qu'un pays soit développé. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de prière pour le développement. Vous travaillez bien, les institutions sont indépendantes, elles ne sont ni influençables ni de part et de gauche, ni de droite et de gauche. Elles travaillent dans leur coin, elles gèrent leur budget. Il y a une lutte efficace contre la corruption. Vous verrez que votre pays va progresser. Il n'y a pas, en fait, il n'y a même pas de demi-mesure. Votre pays va progresser naturellement. Il n'y a pas de... C'est comme ça. Il n'y a pas de... Ne pensez pas que s'il y a un homme qui va venir sauver vos économies, c'est faux. C'est pour ça que je dis que l'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique, d'accord, elle se tue par elle-même parce qu'on désigne des institutions et on désigne des gens qui sont là. C'est tout. Il n'y a pas de formule magique. Arrêtez de dire oui, l'Afrique, ça n'existe pas. Et la perfection aussi n'existe pas. Même chez les Asiatiques et les Blancs, il y a des corrompus. Mais les systèmes, les bases sont là. Les bases sont là. Ils ne peuvent pas atteindre la perfection, mais ils ont déjà le rudiment. Nous, on n'a rien. Donc, à mes amis béninois, à mes amis africains, je vous pousse à réfléchir véritablement sur ce point. C'est très important. Il ne suffit pas de constater le coup d'État. Il faut regarder les causes du coup d'État. Il faut regarder la posture de la CEDEAO. Il faut regarder la posture française et la posture de notre sous-région. Et vous aurez matière à réfléchir. Vous allez comprendre. On va continuer sur un énième point aussi qui m'intéresse. Alors, un instant. On m'envoie tellement de choses en même temps.
J'en parlerai à Micha. Alors. Donc, un instant. Voilà. On va juste... Écoutons. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à ce acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État en date du 22 décembre 2024, ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako le 8 décembre 2025. Ok. Alors, donc c'était hier qu'on a entendu cet élément. Alors, un instant. Ok. Un instant. Un instant. Alors, je voulais en fait des propos du Nigeria aussi. Ok. Je vais vous lire cet élément qui vient de Globe Info. C'est un Béninois, Aonou Mohamed, qui a partagé accusation de l'AES. Le Nigeria. Monsieur Jojo, je ne sais pas, vous essayez de parler de quoi? Parce que moi, je préfère lire les éléments officiels et je ne prends pas trop les points de vue. Parce que les points de vue de chacun, tout le monde peut avoir des points de vue. Moi, je préfère les trucs officiels. Non, pas toi. Ah, ok, d'accord. Ok. Accusation de l'AES. Le Nigeria, ok, ça marche, ça marche. Rétablit les faits après l'accusation de violation aérienne. On va le lire ensemble. On va lire ensemble. Les accusations de violation de l'espace aérien lancées lundi par les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, contre le Nigeria, ont suscité une vive attention. Mais les précisions apportées mardi, écoutez bien, par l'armée de l'air nigériane révèlent une situation bien différente de celle présentée initialement par les autorités sahéliennes. Tendons bien l'oreille pour écouter. Ok. Lundi, les États membres de l'AES, Mali, Niger et Burkina Faso, affirmaient qu'un avion militaire nigérian avait pénétré illégalement leur espace aérien.
L'annonce relayée dans les journaux télévisés nationaux avait immédiatement alimenté les spéculations sur un nouvel épisode de tension entre Abuja et les régimes militaires sahéliens. Moins de 24 heures plus tard, la version fournie par l'armée de l'air nigériane a profondément nuancé le récit. Selon un communiqué publié mardi matin, écoutez bien, le C-130 mis en cause n'était pas engagé dans une mission opérationnelle dans la région, mais effectuait un simple convoyage vers le Portugal lorsqu'un problème technique a été détecté en vol. L'équipage a alors appliqué les règles internationales en se déroutant vers l'aéroport le plus proche à Bobo-Dioulasso pour un atterrissage de précaution. Le commodore Eimen Ejodame, porte-parole de la Nigeria Air Force, a précisé que l'équipage se portait bien et avait été accueilli sans incident par les autorités locales. Il a également indiqué que les dispositions sont en cours pour permettre à l'avion de reprendre sa mission une fois les vérifications achevées. La Nigeria Air Force a salué la coopération burkinabé et rappelé son attachement au strict respect des procédures de sécurité. La présentation de l'incident par les pays de l'AES contraste ainsi avec les éléments techniques fournis par Abuja. Mais c'est un schéma déjà observé lors d'incidents précédents. Des communications rapides souvent relayées avec la consolidation des faits génèrent une forte amplification sur les réseaux sociaux, portés notamment par des relais militants particulièrement actifs, ce qui produit un bruit médiatique important sans toujours correspondre à la réalité des événements, contribuant ainsi à la désinformation. Par LSI Africa, d'accord, et il s'appelle Aounou Mohamed. Aounou, je crois que c'est béninois. Ok. La première des choses qu'il faut comprendre, on nous dit que le responsable de l'armée de l'air du Nigeria indique que c'est suite à un précédent technique qu'ils se sont précipités pour atterrir à Bobo-Dioulasso. C'est-à-dire que quand ils survolaient lequel des territoires? Le Nigeria, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire ou le Burkina? C'est une question qu'il faut se poser. L'avion venait d'où? Et l'avion partait où? On ne nous précise pas. On sait que c'est un avion de type C-130 qui est censé quitter le Nigeria pour aller au Portugal. L'avion quittait d'où? Dites-nous si l'avion quittait de la Côte d'Ivoire et on va comprendre votre plan de vol. Ça, c'est un flou. L'avion quittait d'où? L'avion ne peut pas quitter du Nigeria pour se retrouver en plein Bobo-Dioulasso. Il y a un problème. Il y a un problème. Bobo-Dioulasso, c'est dans le sud du Burkina. Ce n'est pas dans le nord. Non, l'avion quittait d'où? On sait que l'avion, c'est pour la flotte nigériane. C'est pour l'armée nigérienne. Personne ne discute. Mais quel était le point de départ de cet avion? Puisque on sait que le point d'arrivée de cet avion, c'est le Portugal. N'est-ce pas? Moi, j'essaie d'être intelligent. Le point d'arrivée est le Portugal. Ok. On ne discute pas. Vous allez au Portugal, il n'y a pas de souci. Faites ce que vous voulez de votre avion. Mais votre plan de vol, vous êtes quitté où pour aller au Portugal? Comme vous aviez un incident technique, vous étiez dans l'obligation d'atterrir à Bobo-Dioulasso. Mais vous venez d'où? Si vous venez d'où, on va comprendre votre incident technique. Il y a un truc qui nous... Voilà, si vous venez de la Côte d'Ivoire, non, la tour de contrôle n'est pas censée savoir d'où ils viennent. La tour de contrôle a le plan de vol. La tour de contrôle connaît les avions qui passent sur le territoire. La tour de contrôle, son rôle, c'est de savoir quel vol passe là. Mais les autorités burkinabées n'ont pas eu une information d'un vol de l'armée nigériane. Donc l'avion fait quoi là? C'est la question. Je répète, je dis,
La tour de contrôle, son rôle est de signaler ce qui passe sur son territoire, Mais, normalement, pour le cas de l'avion du Nigeria, vu que... Bon, Oscar Sierra, dis-nous quel est le rôle de la tour de contrôle. Il faut écrire. Parce que j'aime bien participer avec les gens. Ok. Je vais lire ici, le temps qu'il écrive, lui. Ok. Ok. La tour de contrôle. Oh putain. Le plan de vol d'origine et la destination inconnue. Donc ça veut dire que les gens de l'AES savaient que l'avion... Non, laissez-le. Les gens de l'AES savaient que l'avion allait au Portugal. C'est ça? Ils savaient que l'avion allait au Portugal. Et ils connaissent bien évidemment aussi le point de départ. C'est ça? Ils ont le plan de vol. C'est ça? Ok. Si je ne vous informe pas de votre plan de vol, comment vous le connaissez? Si je ne vous informe pas de votre plan de vol, comment vous le connaissez? Je dis que si je ne vous informe pas de votre plan de vol, parce que normalement les différents tours de contrôle sont informés du plan de vol d'un vol commercial. Qu'un vol commercial, un avion, d'accord, d'un vol commercial, et le plan de vol, c'est impossible. Ce que vous dites, c'est grave, hein? Parce que c'est suite à un incident technique. L'armée nigériane dit, c'est suite à un incident technique, on était obligé d'atterrir à Bobo-Dioulasso. Oh là là, putain. Non mais, ça je le sais. Si l'avion coupe son transpondeur, ça ne n'est pas qu'on sache. Mais il y a un monsieur ici qui nous dit, d'accord, le monsieur nous dit, il nous dit ici que l'armée burkinabé savait, l'armée burkinabé était, c'est-à-dire même pas l'armée burkinabé, l'État burkinabé était au courant du passage de ce vol. Bon, comme c'est du français, je vais remettre, c'est compliqué, hein, c'est compliqué avec les Noirs. Surtout quand ils sont forcément politisés, c'est des gars qui ne veulent rien comprendre. On va écouter les propos à nouveau du monsieur et puis on va voir si ils étaient informés, d'accord, du plan de vol. Le noir, c'est quelque chose. Alors, on y va. Chef d'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Merci bien, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. Relatif à la violation de l'espace, d'accord, confédéral. C'est fini. Faites l'effort un petit peu d'être... à partir du moment où on vous parle d'une violation, c'est qu'on n'est pas informé. On n'a pas besoin forcément... Moi, vous savez, c'est le vrai problème qu'on a sur les réseaux. Hein. Tout le monde a sa sensibilité. D'accord? Tout le monde a sa sensibilité. Mais quand on veut essayer d'être un peu... On veut essayer de se mettre au milieu pour comprendre. Faites l'effort aussi de faire ce travail-là. Parce que, en deux mots, on casse complètement vos bêtises. Quand on vous dit qu'on viole un espace aérien, ça veut dire qu'on n'a pas en fait le plan, on n'a pas d'autorisation de survoler là. On n'a pas l'autorisation, tu violes. Ça veut dire que tu n'as pas le droit. Donc à quel moment on a eu le plan de vol? Franchement, faites l'effort quoi. Vous pouvez détester l'AES, c'est votre droit. Moi je n'en veux pas. Vous qui détestez l'AES là, c'est votre droit. Si vous voulez détester l'AES, c'est votre droit. Mais faites l'effort un petit peu, d'accord, d'être un petit peu juste quoi. Comment un territoire qu'on viole, on a le plan de vol à l'avance. Mais si j'ai le plan de vol, c'est que mon territoire n'est pas violé. Je ne comprends pas. je n'arrive pas à vous comprendre. Même le Nigeria même n'a pas dit qu'on a donné le plan de vol, on a informé les autorités burkinabées. Ils disent qu'on a eu un incident technique qui nous a obligés à descendre à Bobo-Dioulasso. Même les autorités nigérianes. Vous voulez tellement être les avocats du Nigeria, même l'État nigérien ne prend pas vos arguments. Ils disent c'est suite à une panne, un incident technique, on était précipité à atterrir à Bobo-Dioulasso. Mais vous trouvez d'autres choses pour dire non, ils ont communiqué le plan de vol. Mais quand même,
En fait, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le noir. Le problème là, c'est pour ça. En fait, on n'est pas maudit. Hein. Je ne sais pas quelle drogue on nous a donné sur 4 générations. Et puis on ne comprend pas. Le mec, il est buté dans sa tête. Parce qu'il n'aime pas l'AES. Il est buté dans sa tête. Et ça, c'est un cas d'école. Hein. Même dans la politique. On leur dit, une présidente de conseil constitutionnel n'a pas fait les éloges d'un président. Ils disent non, vous êtes jaloux. Elle le fait parce que c'est Ouattara qui l'a nommé. Il ne faut même pas un effort, un minimum de dire qu'il y a des choses où on doit prendre l'effort de réfléchir et de ne pas forcément prendre un parti. Lui te dit, ils ont violé mon territoire. Toi tu dis non, on lui a donné le plan de vol. Qu'est-ce qu'il y a de cohérent dedans? Qu'est-ce qu'il y a de cohérent? Vous allez accuser les blancs. Mais vous faites le travail même des blancs, même sans qu'ils vous le demandent. Vous faites le travail des blancs sans qu'on vous demande. Faites l'effort de... Souvent là, faites l'effort, même si vous détestez l'AES, c'est votre droit. Mais faites l'effort de réfléchir un petit peu. Parce que derrière là, il y a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas. C'est grave. Regardez. Un instant. Vous allez voir quelque chose. Yara demande son aide pour... Oh, pardon. Un instant. Un instant, s'il vous plaît. Je vais vous faire écouter un truc. Je vais vous faire écouter un truc. S'il vous plaît. Alors, un instant. Vous ne pouvez pas combattre un incendie avec de l'essence. Et pour nous, l'incendie terrorisme tire son essence du soutien que la France lui apporte. Nous avons pu dénoncer les accords de coopération en matière de défense. C'est un grand pas, un pas qui était là depuis plus de 50 ans. Alors, je vais mettre des éléments. Monsieur Vignon, ce n'est pas mon problème. Le Bénin est un pays souverain. Le Bénin peut faire ce qu'il veut. Il ne rejoint pas l'AES. Non, le Bénin fait ce qu'il veut. D'accord? Le Bénin fait ce qu'il veut. On n'est pas béninois. Chacun a ses problèmes. Mais ce que je veux dire à tout un chacun, il faut faire attention. Parce que la bêtise partisane risque de nous courir à notre perte. Parce que l'enjeu qui est là, c'est un enjeu que vous et moi, on ne réalise pas. Il y a des enjeux plus sérieux derrière. Je vais juste mettre... Je suis en train de chercher un élément. Niger. The West African country has now faced its 5th coup since... Un instant, s'il vous Le lobby et Cour suprême. Pour quelques sourires. Un instant, je vais trouver un élément. Et puis, on va écouter quelque chose. On va écouter quelque chose. Un instant. Hein. Je vais juste trouver un petit... Voilà. Écoutons. J'espère qu'on aura un narratif d'une personne. Pour remplacer par des milices humanitaires. Oh non. Pour rappel, le 6 décembre 2024, j'écrivais ces milices, agences de sécurité privée érigées en milices et religieuses. Excusez-moi vraiment. Faut que je trouve juste un élément. Un instant. Voilà. J'espère, parce que j'aime pas en fait les voix de l'intelligence artificielle, là, ou comme c'est un robot qui parle. Là. Peut-être certains diront que écoutez, nous aimons pointer du doigt
les puissances impérialistes. Mais c'est une flagrante réalité. Écoutez. Rappelez-vous, à titre d'exemple, quand il s'est agi du retrait des forces françaises de notre territoire. Je vous rappelle, s'il y a 4 semaines, cet élément-là date de 4 semaines. D'accord, 4 semaines, c'est au Niger. C'est le général Aboudraman Tchiani qui s'exprime aux gens, il s'exprime à l'armée du Niger. Écoutez. Le commandement français, à travers le commandement français, leur autorité politique, ont tenté de nous mettre la pression pour que le repli se fasse à travers un territoire voisin qui est le Bénin. Nous savons... C'est pas le même territoire là dont on parle aujourd'hui. C'est pas ce même territoire là dont on a parlé le dimanche. C'est pas ce même territoire là. C'est pas le même territoire là. Quand Tchiani parle là, c'est pas le même territoire. C'est pas le Bénin. Écoutez la suite. Quelle est cette intention qui se cache derrière la volonté de se retirer au Bénin à un jeu de pierre de notre territoire? Nous avions dit. Vous avez entendu? Quel est ce repli stratégique qui demande de se mettre à un jet de pierre de notre territoire? Il parle du Niger. Le Niger est membre de l'AES. Il y a 4 semaines. Il y a 4 semaines, hein, la vidéo est accessible à tout le monde. La vidéo est accessible à tout le monde. Écoutez. Que le retrait des troupes françaises se fera par le territoire tchadien, à travers une grande partie du territoire national. Ils avaient prévu en fait se retirer, d'accord, du territoire par le, d'accord, territoire tchadien. Écoutez. Sur le territoire tchadien et se diriger là où ils voudront. À notre grande surprise, allez-y vérifier. Aujourd'hui, là où je vous parle, à l'aéroport de Tourou. Tourou est un aéroport dont la piste fait 3300 mètres. 15-20 km tout au plus à l'ouest de Parakou. Vous verrez à Tourou, dans le W, dans la Pendjari, l'ensemble des forces que nous avons expulsées par notre territoire et à travers la frontière avec le pays frère du Tchad s'est retrouvées ou se sont retrouvés sur le territoire béninois. Il est temps que ceux qui pensent que nous aimions juste pointer du doigt se réveillent et comprennent la détermination, la volonté de la France à nous déstabiliser. Ok. Alors, il y a M. Vignon, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est un problème qui vous dépasse, vous les Béninois. Ce n'est pas une affaire de talent. En fait, dans mon cheminement, j'ai fait écouter Mme Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, lors de l'investiture de M. Ouattara, qui parlait d'accord de ce que la Côte d'Ivoire était un partenaire exceptionnel. Elle a évoqué la stabilité régionale. Ensuite, j'ai fait écouter le communiqué, bien évidemment, du porte-parole de l'AES, en ce qui concerne la situation qui s'est passée avec le type C-130 de l'armée nigériane, actuellement stationné à Bobo-Dioulasso. J'ai apporté des éléments aussi concernant l'attaque du dimanche au Bénin, où il y a une confirmation de l'État français dans la participation en contribuant à un appui tactique et logistique. J'ai évoqué les textes de l'ONU, j'ai évoqué le protocole de 1999, j'ai évoqué aussi cette présence de la CEDEAO avec cette force à partir d'un élément de France 24. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, quand nous avons évoqué le survol de cet avion, j'ai donné la définition d'une tour de contrôle. Et par la suite, je viens d'apporter un élément datant de 4 semaines avant l'attaque. Où veux-je en venir? Où vais-je en venir? Très cher monsieur Vignon, vous êtes dans quelque chose qui vous dépasse. Actuellement, c'est un conflit larvé entre l'AES et des pays clés
de la CEDEAO, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Nigeria, je répète, pèse bien mes mots, la Côte d'Ivoire, le Nigeria est l'une des bases dans la zone francophone qui est le Bénin. C'est ce don auquel nous assistons actuellement. Parce que il y a des éléments où je me pose des questions qui sont clairs dans ma tête. Quand j'écoute par exemple ce soir encore le journal ORTM du Mali, d'équipements militaires du même genre qui a traversé la capitale, c'est un autre cortège d'équipements militaires du même genre qui a traversé une bonne partie de la capitale malienne hier soir. Il s'agit d'équipements modernes adaptés pour les missions du génie militaire. On en sait plus avec Mohamed Namakita. L'armée malienne continue de renforcer ses capacités opérationnelles, portée par la vision des autorités de la transition déterminée à construire un instrument de souveraineté moderne et capable de faire face aux menaces multiformes de la nébuleuse terroriste et de ses alliés. En novembre dernier, un cortège impressionnant d'engins lourds avait déjà traversé Bamako, suscitant l'admiration d'une population guinéenne contente. Ça se passe ce soir à Bamako. Un cortège impressionnant encore d'armement qui est arrivé. Je vous dis quelque chose. Lors de l'investiture de M. Ouattara, il y a un représentant de Donald Trump qui est venu. Il n'est pas venu pour les beaux yeux de Ouattara. Il y a de cela 2 mois, j'étais surpris que même les renseignements américains donnaient des informations au Mali. On avait l'impression que les États-Unis faisaient les yeux doux à l'AES. Ça a commencé par le Niger, ensuite le Mali, ils sont allés même vers le Burkina. Mais ces 3 pays n'ont pas été réceptifs. Et comment je l'ai su? Je l'ai su quand on nous disait que Bamako devait être assiégé. Je regardais les éléments dans les 2 camps. Je voyais qu'il y avait une sorte de désinformation et même les États-Unis avaient contribué aussi. Les États-Unis avaient contribué en demandant à leurs citoyens, d'accord, de faire attention et qu'ils allaient être rapatriés. Je me suis dit, mais c'est quoi ce 2 poids 2 mesures? Les États-Unis rentrent dans une posture de conciliation. Et puis, on a vu un renforcement, d'accord, de Washington vis-à-vis de M. Ouattara. La rencontre déjà avec M. Boulos, qui est un beau-frère, M. Boulos, qui est un Libanais d'origine du Nigeria, qui a rencontré, je crois, Patrick Hachi. Je suis allé au-delà de cela. Et j'ai vu qu'il y a effectivement des cartes qui sont rebattues sur, d'accord, les différents territoires. Regardez dernièrement l'accord entre le Rwanda et le Congo et les États-Unis. Les États-Unis ont eu la part du gâteau, le Rwanda a eu sa part du gâteau. La RDC, en fin de compte, s'est mitigée. Mais on a l'impression que dans la zone ouest africaine, il y a une forme de blanc-seing qui a été donnée par Washington à Paris. Il y a une forme de blanc-seing qui a été donnée à Washington, d'accord, de Washington à Paris. Donc Paris rédynamise. Paris joue sur des partenaires qui sont le Nigeria, la Côte d'Ivoire, Nigeria, Côte d'Ivoire, et puis le Bénin. Le Bénin, d'accord, stratégiquement, est un pays qui est bien situé. Pourquoi? Parce que le Bénin fait frontière en même temps avec le Burkina Faso et aussi le Niger. Le Bénin aussi fait frontière avec le Nigeria. Donc en termes tactiques et stratégiques, c'est une aubaine. Est-ce que vous comprenez? C'est une aubaine. Nous assistons, je me pose une question. Je me pose une question réelle. Je vais trouver ces propos-là d'Ibrahim. Je vais trouver ces propos d'Ibrahim Traoré qui me disait... Attends. Alors. Un instant. Écoutez. On est là ce matin pour vous féliciter. Ça, il faut le dire du fond du cœur, on est là pour vous féliciter. Pour tout le travail que vous avez pu abattre dans cette région. Je dirais dans ce groupement, parce qu'il s'agit de là et aussi de la région du sud-ouest. Félicitations pour tout le travail, félicitations pour cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations
dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager, parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les BDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles, de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les BDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail, beaucoup de courage. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passons. C'est une vidéo qui date de plus d'1 an. Et je vous invite à lire les propos, les derniers propos du chef d'état-major français concernant l'Afrique. Et vous allez voir si je suis en train de vous inventer des films. Vous allez voir, vous collez tous les morceaux et vous regardez les événements et vous allez voir. Et je l'avais dit à l'époque, quand le conflit en Ukraine avait commencé, que ce conflit allait se déporter sur notre sol. Des gens se sont moqués de moi. Ils m'ont pris pour un théoricien du complot. Vous avez vu que des drones ukrainiens dans le nord du Mali ont apparu. Vous vous en souvenez? Dans l'affaire de Tinzaouatine. Donc, les faits sont sous nos yeux. Nous sommes dans un conflit qui dépasse. Vous croyez que vous êtes dans une affaire de talons contre l'opposition et autres? Ça n'a rien à voir, les amis. Même l'investiture de Ouattara. Mais Ouattara vous a dit, attendez, je vais mettre le discours de M. Ouattara. Il vous a même donné des signes dedans. Attendez. attendez. Alassane Ouattara, discours, candidature. Vous allez entendre. En fait, tout est sous nos yeux. Écoutez. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent. De quels défis sécuritaires, économiques, monétaires sans précédent les Ivoiriens subissent? Combien d'attentats
Combien de terreaux sur le territoire ivoirien vous avez connu? De quel défi sécuritaire sans précédent lui il connaît? Non. De quel défi? Bon, monsieur Vignon, vous-même vous êtes au Bénin. Mais le Bénin a été plus frappé que la Côte d'Ivoire. Le Nigeria. Allons-y au Nigeria. Le Nigeria qui est frappé chaque jour avec Boko Haram là. Le Nigeria va dire quoi? Le Nigeria dont les chrétiens, au moins 350 chrétiens et pasteurs ont disparu il n'y a même pas un mois. Est-ce qu'on en parle comme ça? Tous les pays africains devaient aller tomber au Nigeria. Pourquoi on n'en parle pas comme ça? Donc de quel défi sécuritaire il parle véritablement dans le fond? Quand Mme Yael Braun-Pivet parle de stabilité régionale et elle dit que la Côte d'Ivoire est un partenaire exceptionnel, mes amis, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire de mieux. Maintenant, nos solutions. C'est quoi nos solutions? C'est ce qu'on vous disait. La stabilité avant toute chose passe par la bonne gestion de l'État. Et non, d'accord, l'arrestation des opposants, les contorsions, d'accord, les contorsions des lois et des règles du fonctionnement de l'État. Comment pouvons-nous accepter que des hommes politiques qui doivent partir disent qu'ils sont obligés de rester pour appliquer, ils sont obligés de rester pour mettre en place, pour garantir une sécurité? Quelle sécurité ils vont garantir? L'État est une continuité. Si vous n'êtes plus là, celui qui est censé vous remplacer va continuer le travail. Donc il n'y a pas de logique. Il n'y a rien qui vous oblige. Et vous contournez des lois, vous faites des constitutions, vous arrêtez vos opposants et autres, de telle sorte qu'il y a un système qui se pérennise. Pourquoi? Est-ce que c'est le cas, par exemple, en Europe, que vous aimez tant? C'est le cas en Asie? Non! Alors, je m'adresse à M. Ivoirien d'abord. Je ne parle pas de coup d'État. Quand on parle de contexte sécuritaire sans précédent, ce n'est pas que des coups d'État. Je ne sais pas pourquoi vous les Ivoiriens aujourd'hui, vous êtes, d'accord, vous les Ivoiriens aujourd'hui, vous avez la phobie des coups d'État. Quand on parle de contexte sécuritaire sans précédent, d'accord, on peut parler de terreau, d'accord, on peut parler de terreau, on peut parler même de cyberattaque, on peut parler de plein de choses. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Ne me dites pas que parce que le renseignement ivoirien est le top des tops. Je vous arrête là. Parce que le renseignement nigérian est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ok? Le Bénin est un exemple, c'est ce que j'ai dit. Le Bénin est un exemple. Mais le Bénin, c'est dans le nord. Quand on parlait de Tourou, on parlait de Parakou, c'est dans le nord. Le plus souvent. D'accord? C'est dans le nord. La zone frontalière au Burkina. Donc quel contexte sans précédent qu'il y a qui fait que M. Ouattara doit être obligatoirement là? Non! C'est autre chose. Nous sommes dans quelque chose de très minutieusement préparé. Ceux qui refusent de voir, restons là et l'avenir nous montrera cela. Maintenant, la stabilité n'est pas seulement le fait qu'on ait un régime qui est complètement dans la sécurité avec des partenaires occidentaux. Absolument pas. Une stabilité commence d'abord à l'interne dans le pays. Les institutions doivent être indépendantes. Voici ce qu'on vous dit depuis, vous ne comprenez pas. Vous vous forcez à ne pas comprendre. Les institutions doivent être indépendantes. La lutte contre la corruption permettra d'équiper nos armées comme il se doit. La lutte contre la corruption permettra aussi nous-mêmes de prendre des décisions sans que forcément un pays européen, en l'occurrence la France, vienne s'ingérer au sein de la CEDEAO. C'est tout. Ce que je dis là, c'est tellement clair. Je ne sais pas pourquoi vous vous forcez à ne pas comprendre. Ce sont les faits. Et en même temps, j'ai profité. Pourquoi j'ai profité? Parce que je vous ai fait écouter M. Tiani, qui a donné des informations il y a 4 semaines. Sauf si c'est un patenté menteur. Ça existe aussi. Hein. Parce que chez ceux qui sont anti-AES, tout ce que l'AES dit, ce sont des inventions, c'est du pur mensonge. C'est votre droit, d'accord, de ne pas croire ou de croire. Mais ce qui fait qu'on comprend, ce sont les faits. Nous attendons de voir l'avion type C-130 nigérian de la Royal Air Force du Nigeria en partance pour le Portugal. Nous attendons les investigations.
de l'État burkinabé et de l'AES. Et puis, on verra. Pour l'instant, on a entendu brièvement le responsable de la Royal Air Force. Mais il faut qu'on écoute l'autre, et puis on va voir si les choses, les faits collent. Il faut qu'on les presse. Ne sont pas pressés. Que je vous ai dit toujours que quand il y a un procès, il n'y a pas qu'un seul protagoniste. Il y a deux protagonistes. Il y a l'accusé et l'accusateur. Donc on attend. On attend. Mais je vais vous dire, en toute sincérité, une stabilité régionale ne passe pas par une force internationale, ne passe pas par le fait qu'un pays occidental vienne s'ingérer. Si les gens veulent s'ingérer dans nos pays, si la CEDEAO est prête maintenant pour s'occuper des peuples, quand on arrête les opposants, il faut que la CEDEAO ouvre sa bouche. Quand il y a des vols, il y a des délits, la CEDEAO ouvre sa bouche. Quand il y a le non-respect des lois dans les pays, la CEDEAO ouvre sa bouche. Quand par exemple au Bénin, d'accord, les démocrates, à 2 ans des élections présidentielles, la commission électorale met en place un parrainage qui exclut la participation des démocrates suite au nombre de sièges qu'ils avaient, la CEDEAO doit condamner cela. Pourquoi il la ferme? Pourquoi il ne parle pas? Vous savez ce qu'on appelle les actes chrysogènes? C'est ce que nous voyons là. Par une frustration, par la contorsion des lois et des règles, ça peut aboutir à ce que vous n'aimez pas, le coup d'État. Et oui. Et oui. Parce qu'un pays ne respire pas selon l'odeur d'un seul parti politique ou d'un seul individu. Dans un peuple, il y a de la diversité, il y a des opinions qui sont différentes. Tout simplement. Donc, comment dit la CEDEAO est la communauté des peuples? Il faut qu'elle agisse véritablement pour les peuples. On ne veut pas que la CEDEAO agisse seulement quand il y a des coups d'État. Elle est où la CEDEAO en dehors des coups d'État? Qu'est-ce qu'elle fait cette CEDEAO? Elle est où? C'est quand il y a des coups d'État que la CEDEAO existe. C'est une organisation contre les coups d'État. Elle n'est plus une organisation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des élections, ce sont des points qui m'intéressent. Mais il n'y a pas d'élection dans l'AES parce que l'AES, ils n'ont pas décidé de se retirer de la CEDEAO. Ils n'ont pas décidé de se retirer de la CEDEAO. Pourquoi par moment nos États disent qu'ils sont souverains et par moment on a l'impression qu'ils sont soumis exclusivement à des dires ou des actes de la CEDEAO? Je ne comprends absolument rien. Moi, je suis perdu. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que, de toutes les façons, c'est mon analyse. Et elle n'est pas absolue. Je ne suis ni détenteur de la vérité absolue. Je pousse tout un chacun à aller faire aussi ses investigations. Ce sera avec plaisir aussi que je prendrai de vous écouter. D'accord? Moi, j'ai apporté des éléments. J'ai essayé de croiser mes éléments. Je ne peux pas plaire à tout le monde. C'est logique que d'autres personnes n'acceptent pas. Et certaines personnes acceptent. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je vous invite aussi à faire vos investigations. Je prendrai plaisir aussi à vous écouter. Mais moi, j'en ai fini. Et je vous pousse à aller réfléchir, à aller vérifier tout ce que j'ai donné comme information. Si ce n'est pas de l'intelligence artificielle, si c'est du fake. Voilà. J'en ai fini en tout cas. Je vais laisser.